Bonjour à tous, vous écoutez Frat Pack, un podcast très gaulerie, ça c'est lui qui le dit, présenté par Zama. Dans chaque épisode, Zama reviendra sur le parcours de son invité à travers le prisme de l'art. Cinéma, musique, séries, télé, rien ne lui échappera parce qu'il est vraiment, mais vraiment très talentueux. Enfin ça c'est toujours lui qui le dit. Des anecdotes, du rire et du kiff, accroche-toi parce que Frat Pack, ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue à tous dans Frat Pack. Vous le savez, dans ce podcast, je passe un pacte avec mon invité, celui de passer un bon moment comme si on était des amis d'enfance finalement. Mais d'abord, laissez-moi vous présenter mon invité du jour. C'est un enfant de la Seine-Saint-Denis que je reçois aujourd'hui, qui depuis tout petit est passionné par les mangas, le Club Dorothée, les Monty Python ou encore Eddie Izzard. Mais c'est tout naturellement que plus tard, il va se diriger vers le théâtre, puis la scène humoristique. On l'a connu il y a quasiment 20 ans maintenant dans le Jamel Comedy Club. Mais non, il n'a pas fait que ça, arrêtez s'il vous plaît, je vous entends déjà lui parler de ça. Humoriste, auteur, metteur en scène, réalisateur, producteur, mais surtout BG ultime du 9-3. Exactement. C'est monsieur Yacine Bellous. Oh, mais quelle présentation. Comment Merci, vas-tu, bravo, Comment incroyable. Je vais très bien. Merci pour cette présentation si gentille et chaleureuse. Quel accueil. Très vrai. Tout ça, c'est sur Wikipédia, tout ça. C'est juste Exactement, c'est vrai. C'est copier-coller. C'est vrai. BG-du93.fr, c'est mon site. C'est pour ça. Site, bien sûr. J'ai appelé comme ça, je me la pète pas, c'est juste pour rigoler. Parce que mon nom, Yacine Bellous, les gens, ils n'arrivent pas à l'écrire correctement. Ouais. Parce qu'il y a un H, il y a deux S, Yacine, un C, deux S. Ça galérait à chaque fois. Donc j'ai trouvé BG-du93.fr. Facile à retenir. Ça va, c'est très simple. Et ça te redirige sur ton site où on peut acheter des spectacles. On va évidemment Exactement, bien sûr. On va revenir sur ton parcours et surtout sur tous tes kiffs, cinéma, séries, avec scènes, grand etc. plaisir. C'est ça l'idée du podcast. Est-ce que tu sais ce que c'est que le Frat Pack? Tiens, je te pose la question. Le Frat Pack, c'était pas des chanteurs, une équipe de chanteurs dont Sammy Davis Jr., tout ça, genre des gars qui chantaient hyper bien, et c'était un peu des poteaux dans la vie et ils traînaient ensemble. C'est ça. Et après, ça a été remodernisé 90-2000 avec le groupe d'acteurs Ben Stiller, Owen Wilson, Seth Rogen, Jonah Hill, tout ce petit groupe qui s'est fait tourner ensemble, tu vois. Et c'est là que c'est. Et après, eux, ils nous disent non, mais ça n'a rien à voir avec le Frat Pack. Mais bon, ça c'est. Mais en fait, c'était quand même un peu ça. C'était carrément D'accord. ça, effectivement. En fait, c'était bien des copains chanteurs qui s'aidaient, qui faisaient des featuring ensemble et finalement qui faisaient grossir leur carrière en s'entraidant. C'était l'entraide. Ok. Exactement, c'est ça l'idée. Première question, qu'est-ce qu'on écoutait chez toi, Yacine, quand on était petit? C'était quoi l'ambiance musicale à la maison? Il y avait une double ambiance. Ouais. Ambiance Farid Alatrache, Kulthum, musique Shahabi. Ok. Et autre ambiance, Jacques Brel à fond. Je sais pas pourquoi, mais vraiment, j'ai fait un tunnel Jacques Brel. Ouais. Il y avait énormément de Jacques Brel à la maison. C'est vrai. Ouais, donc j'avais les deux. Et aussi un peu de musique un peu normale, quand je dis normale, mais c'est un mélange pop de tout. Quoi. Il y avait la télé, les clips de la télé, il y avait Michael Jackson, Stevie Wonder. Ouais. Ça, c'était plus mes oncles qui écoutaient ça. Et donc, un mélange de tout ça fait que, pour mes parents, c'était surtout musique arabo-andalouse. Ouais. Et de l'autre côté, il va y avoir de la musique française, mais c'est celle des années 50-60. D'accord, ok. Un peu notre époque. Un peu ouais. C'est quoi la première claque musicale que tu te prends, toi, ado? Michael Jackson, c'est Dangerous. C'est l'album Dangerous qui est incroyable et qui est une clip. C'est à la fois musical et à la fois vidéo parce que il y avait les clips où dans Black or White il changeait sa tête et tout. C'est vrai. Donc pour nous c'était une dinguerie à la télévision, vieille télé. C'est pas du tout le même monde. Hein. Là on est dans un autre monde où genre quelqu'un qui change de tête à la télé. C'est une dinguerie. Aujourd'hui, c'est Canteloup maintenant. Oui. Ça s'appelle Nicolas Canteloup maintenant. C'est ça le problème. Aujourd'hui, on s'en fout un peu. Les gens disent, mais on s'en tape, en fait, on peut le faire nous. Enfin, il faut comprendre l'impact de la vidéo à l'époque. Hein. C'était une dinguerie, là. Il changeait, blackout, et sa tête, en bougeant sa tête, il changeait. Do You Remember the Time? Un clip avec Eddie Murphy, où ça se passe à l'époque, genre de l'Égypte ancienne et tout. Donc, ils sont habillés en pharaon et ils dansent. C'était trop beau, c'était trop stylé Michael Jackson, c'était la folie. Mais ça doit être fou, parce que moi je suis né en 91, mais du coup j'ai pas vécu ce truc-là, mais on a pile 10 ans. Moi c'est 80, on a pile 10 ans d'écart. Mais du coup tu le vis, enfin tu redécouvres tes classiques, mais de le vivre vraiment en direct live, tu vois. Moi je suis moi-même, c'est une sensation folle, j'imagine. Je suis très impressionné par la qualité des jeunes générations qui découvrent de la musique et qui arrivent quand même à s'y intéresser. Ah ouais? Je vois des gens qui sont à fond dans plein de trucs où je pensais que finalement, ils diraient ok, ça c'est sédimenté, c'est vieux, c'est cuit, on n'écoute pas, on s'en tape, on passe à autre chose. Et aussi bien dans le rap
que dans les musiques R&B, les musiques pop que moi j'écoutais. Je suis pas un très grand connaisseur, hein, c'est juste que ça passait à la télé et nous on écoutait ça parce que c'était à la mode du moment. Ouais. Et ben quand même, vous avez de la culture, franchement, mais des gens qui ont 10 ans de moins, des fois quand je vois des vidéos de jeunes youtubeurs et tout, souvent Seb Lafrite, il parle beaucoup de musique et il est à fond, tu vois, par exemple dans Nirvana. Ouais. Moi, j'ai vécu le moment où Nirvana est sorti, l'album est sorti en fait. Je sais même plus comment ça s'appelle, parce que moi j'écoutais pas trop de rock. Là où il y a le bébé et le billet. Je sais plus le nom. C'est pas Smell Like Teen Spirit ou un truc comme ça. Désolé pour les fans de Nirvana. Désolé, nous plantez pas, s'il vous plaît. Avec ça, normalement, c'est bon. On a racheté. On vous aime bien. Je suis pote avec Dedo. Bah oui, t'as une carte, à vie. Vas-y. T'as une carte à vie. Ouais. Mais ouais, et c'est Battlefield très bien parce qu'il vulgarise très bien ça. Il donne envie de s'intéresser. En fait, je pense que les passionnés donnent envie de découvrir. J'aime trop les vidéos de Seb. À chaque fois, je regarde, je me refais tous les albums des artistes dont il parle. On rentre dans la vraie vie des artistes. Je suis d'accord avec toi. Est-ce que ça t'arrive de travailler en musique ? Tout le temps. Alors là, moi, je suis passionné de musique. Ouais. Je sais pas si je suis vraiment passionné, genre je connais pas tout, mais j'adore en écouter. Je suis addict, on pourrait dire, parce que ça m'apaise énormément. Donc au quotidien, c'est vraiment tout le temps, quoi. Tout le temps. Chez toi aussi. Pas que en déplacement. Non, chez moi, de la musique, quand je prends les transports en général, tout le temps, j'écoute des trucs, quoi. Et je me fais des playlists. Et c'est souvent redondant. Et des fois, je remonte dans le temps dans les musiques que j'aimais bien. Par exemple, c'est vrai que j'ai parlé des musiques que mes parents écoutaient, mais moi, quand j'étais plus jeune, j'adorais par exemple le rap français d'un côté et Jamiroquai de l'autre. Oui, très bien. Donc là, que j'ai réécouté Space Cowboy et tout. Tu sais, les clips où. Oui. Tu vois. Je vois très bien. Et j'aimerais bien lancer un verbe qui s'appelle Jamiroquaiser. Mais il faut le lancer. C'est quand tu te sors d'une situation en faisant ça. En sautillant. T'es dans une situation un peu compliquée, mais tu Jamiroquai la situation. Il faut le soumettre au petit Larousse. Je vais voir les gens qui ont des épées là, de l'Académie française. On va dire, s'il vous plaît, quand même, ce verbe. C'est parlant, c'est criant. Et donc, du coup, c'est quoi tes petits kiffs du moment ? Qu'est-ce que tu écoutes là aujourd'hui ? Tu écoutes de tout ? Tu as un genre en particulier ? J'écoute ce qui me tombe sous la main, vraiment. En ce moment, j'ai une passion pour le retour au breakbeat, parce que j'écoutais beaucoup de breakbeat quand j'étais jeune. Donc, j'ai été sur le site de DJ Qbert. Et j'ai repris tous ces breakbeats. Et donc, j'écoute des enchaînements de petits morceaux de musique un peu bizarres qui sont utilisés normalement pour mixer et pour scratcher. Et comme ils ont été fouillés dans des vieux vinyles et qu'ils ont récupéré et volé, faut bien le dire, ils ont été volés des sons, c'est extrêmement frais. Tu vois, comparé à tout ce qu'on peut entendre et tout ce qui est un peu, on va dire, à la mode en ce moment, c'est un gros décalage et ça fait beaucoup de plaisir en fait d'avoir ce truc de je m'attendais pas à ce changement de rythme, je m'attendais pas à cet instrument. Donc moi je conseille à fond les breakbeats. Sinon vraiment j'écoute un peu ce qui passe. J'ai pas une touche incroyable. Moi ce que je peux conseiller aux gens, un artiste que j'aime énormément s'ils ont envie de découvrir, c'est Andrew Bird. C'est un musicien folk qui fait de la musique un peu bizarre et surtout les paroles de ses chansons sont hyper bizarres. Il parle de fin du monde ou trucs comme ça. Moi, ça me fait taper des barres. J'écoute du rap, genre j'écoute du Freeze Corleone comme je peux écouter du Booba. Donc, si vous voulez, j'ai pas. Je vais pas vous dire, il y a un gars que je connais, il s'appelle Bidule, incroyable, son morceau, c'est ça. Franchement, désolé. Dès que ça te parle, t'écoutes quoi ? Dès que ça me touche, j'écoute. Et même dès que j'aime pas, j'essaie de comprendre pourquoi j'aime pas. Je réécoute un peu vite fait, tu vois. Tu fais la démarche. Genre, il y a une chanson que au début je détestais, que maintenant je kiffe, qui s'appelle Ice Bear. J'ai oublié le nom du groupe, mais juste c'est de la techno bizarre. Et dès le début, il fait Ice Bear. Et juste c'est là, j'aime pas. Et en fait, j'ai réécouté et j'ai dit, attends, il doit y avoir quelque chose à gratter là-dedans, quoi. Et voilà. Et c'est des trucs sur lesquels tu tombes ? Ouais, c'est des trucs souvent sur lesquels je tombe, souvent dans les magasins. Après, moi, je Shazam. Souvent dans les films ou les documentaires. Des fois, je suis choqué par une toute petite musique que j'ai envie de retrouver. Par exemple, j'ai été hanté par une musique de Cody Chestnut qui s'appelle Partways, il me semble, qu'il joue dans Block Party, qui est un documentaire réalisé par Michel Gondry sur Dave Chappelle. D'accord. Et donc, il joue ça, Partways ou Partyways. J'ai mis, je sais pas, 10 ans à trouver une version correcte
de ce truc, Ok. mais j'avais isolé le bout et tout parce que ça m'avait hanté, quoi. Ça t'a hanté. Après, je suis monomaniaque, hein. Moi, je peux réécouter 12 fois la même chanson Ah oui. dans la journée. Ouais. Attends, je donne une petite piste. Tu me parles de ça, tu me dis que tu Shazam. J'ai découvert il y a pas très longtemps. Tu sais, je me suis toujours dit, Shazam, c'est magnifique. C'est magique, tu mets un truc, ça reconnaît, c'est super. incroyable. Mais des fois, t'as l'air dans ta tête et tu le tintintises. De ouf. Tintin, tu vois. Et je me dis, ça serait bien un Shazam où tu fais ton tintin Ouais, et tu retrouves la musique. ouais. Ça existe. Putain. Google. Bah, je vais L'application essayer. Google. L'application Google. Tout simplement. Putain, L'application trop bien. Google. T'as un truc, regardé un onglet où tu mets rechercher par titre, t'appuies dessus et tu chantonnes, tu fredonnes ce J'aime que trop. tu veux et ça te trouve le titre. Mais j'ai envie de partir et d'essayer le truc. Partons ensemble dans la rue pour essayer avec des gens au hasard. C'est un nouveau concept sur YouTube, ça part tout de suite. Ok, donc t'écoutes. Si tu pouvais vivre 24 heures dans la vie d'un artiste musical, un homme, une femme, ça serait qui? Et pourquoi? Waouh. En vrai de vrai, je pense que ce serait Jamiroquai dans les années 90. Tu veux mettre le verbe. Toi, tu veux mettre le verbe, j'ai compris. Tu veux Ouais. populariser le verbe. Minus la drogue. Parce que il était trop dans la drogue. Minus, ouais. On enlève la drogue. Ouais. Mais Jamiroquai est incroyable. Ouais. Il avait que des vestes Adidas Originals. C'est vrai, À l'époque purée. où c'était pas la mode. C'est tellement C'était vrai. pas du tout la mode. Non, c'est vrai. Fallait les trouver dans des endroits chelous. Tu regardes les clips qu'ils avaient, mais c'était des glingos. Ils avaient des t-shirts éclatés. Ils jouaient du didgeridoo et ils vendaient des millions d'albums. C'est un mec qui a mis à l'amende comme une maison de disques. C'est Dedo qui m'a donné cette anecdote. Ok. Il y a une chanson dans son premier album qui s'appelle Révolution 1993 et il est arrivé, a fait 9 minutes et les gens lui ont dit c'est mort, Ouais. gars t'es fort, on veut sortir ton album, il est bien, tout est super, 9 minutes on veut pas. Et c'était un artiste producteur, j'ai Ok. beaucoup d'admiration pour ça, c'est-à-dire qu'il faisait ses sons tout seul Ouais. dans son coin, il amenait la galette et dit Ouais. voilà c'est ça, et donc il a tenu, il a dit non, si ça sort pas avec les 9 minutes comme c'est, ça sort pas. Ok. Et les mecs, ils ont sorti son truc dans les années 90. On s'en foutait complètement des trucs à 9 minutes. C'était fini les années 70, Pink Floyd. Oui. T'écoutes le truc en fumant la beuh de l'époque des années 70. Ouais. Le shit des années 90, c'était de la terre en fait. Ah ouais, C'était carrément, vraiment c'est pas du vrai. tout ça, quoi. Donc, ouais, moi j'aime bien Jamie, juste pour voir ce que c'est d'être lui, parce que il y a dû avoir un shift dans sa tête entre la période où il parlait de l'écologie, des petits oiseaux, faut sauver la planète, et le moment où il a fait tellement d'argent et il s'est acheté que des Ferrari et il est que dans les voitures de course. Il y a dû avoir un shift. Ouais, c'est pas faux. Ouais, j'avoue, parce que oui, c'est vraiment ces deux mondes-là. Il a vécu plusieurs vies, le gars. Exactement. Si tu pouvais choisir tu me fais un petit top 3, top 5 des albums jusqu'à la fin de ta life. Ouah, c'est trop dur. Top 3, top 5. Eh ben. Ce que tu veux. Les premiers qui viennent, parce que de toute façon, je m'imagine que ça peut changer. En fait. Des fois, ça En change. vrai de vrai, je vais essayer de faire des albums, mais juste que j'accepterai d'écouter tout le temps. Parce qu'en fait, c'est même pas ce que Faisons j'aime, ça. c'est je me dis que moi, je meurs pas. Genre, je pense que je mettrais le White Album des Beatles, Ok. parce que tu peux l'écouter quand tu veux. Je prendrais un best-of de Jacques Brel, je pense. Ouais, bah oui, Un forcément. best-of d'Umkeltum. Ouais, bah en fait, ça, c'est le bon plan, ça, le best-of. Ouais, tu m'as dit, Bah oui, mais t'as j'emmène raison. le best-of. T'as raison. Stevie Wonder. Stevie Oui. Wonder, c'est incroyable. Ouais. Si c'est possible d'avoir un best-of. On l'a vu en concert, nous, au C'est Jamel vrai Comedy Club à 3 mètres et tout. En vrai de vrai, genre, il y avait 40 personnes, c'est c'était une fou, ça. dinguerie. Ça, c'est fou. Ouais, c'est fou. Et peut-être un best-of du rap français des années 90. Mais et Andrew Bird. Je prendrais un CD d'Andrew Bird que j'aime beaucoup. En loose day comme ça, tu En loose day, ouais, je le cache. J'arrive dans l'île déserte et je me fais pas fouiller. Tu te fais pas fouiller. Oui, parce que la douane des îles. Il faut faire attention. C'est vrai que les douanes des îles désertes, C'est les pires. c'est les pires. Elles sont réputées, de toute façon. Parce qu'ils s'ennuient. Ils Ils se font chier de fou. Donc dès qu'ils te voient, ils te fouillent entièrement. C'est leur activité de la semaine. De la semaine, là, c'est un débrief total. Qu'est-ce que je voulais te demander? Oui, est-ce qu'il y a eu des artistes musicaux, c'est ça que je voulais te demander, qui t'ont inspiré, toi, dans ta vie perso, dans ta vie professionnelle, de par qui ils étaient, ce qu'ils représentaient? Ouais, de fou. En fait, il y a beaucoup d'artistes en ce moment. On peut en citer plein, mais je vais donner on va dire, en quelque sorte, le mindset Ok. qui s'autoproduisent et qui D'accord. s'auto-éditent et qui mettent eux-mêmes leur travail en ligne et ils le vendent eux-mêmes. Et ben ça, tous les gens sur SoundCloud et tout ça qui ont fait ça, ou les gens qui ont créé leur propre label,
Je crois que Booba, le chef du rap, il avait fait ça il y a longtemps. J'ai l'impression que c'est le chef du rap. Oui. Mais lui, il avait fait il y a longtemps de se mettre en indé, c'est alors que personne ne le faisait. Mais à cette époque-là, je trouve que c'était très difficile. Carrément. Mais là, c'est un peu plus facile, je trouve, parce que en quelque sorte, les expériences sont partagées avec Internet. Donc les gens peuvent se dire, on peut faire nos trucs tout seul. C'est vrai. Ça, j'admire énormément. Les DJ, je suis à fond dans le DJing. J'aime beaucoup regarder des vieilles vidéos de DJ où je me disais, mais en fait, ils essayent de transformer une musique ou d'en créer une avec ce qui existe déjà, surtout en scratchant et en faisant du beat juggling, tu vois. Donc, ils créaient des trucs. Donc, Crazy Bee et tout ça, c'est des gens qui m'ont beaucoup marqué. Vincile, le fait qu'il ait eu sa phase incroyable avec Hocus Pocus. Et après, là, il fait ses prods, il fait sa vie et tout ça. C'est des gens qui me touchent beaucoup dans mon métier. Parce que je me dis, mais en fait, si on remplace musique par paroles, stand-up, choses sympas à écouter, c'est un peu... On peut trouver plein de points communs. Il y a plein de similitudes, en fait. C'est ce que j'allais dire. En fait, c'est ce que tu as transposé dans ce que tu as fait, dans ton travail. Parce Exactement. que tu as la liberté de faire ce que tu as envie de faire. Le fait de créer, tu parlais de ça, de faire tes spectacles, de les monter, de faire ton site, de tout vendre par toi-même. Exactement. Au final, Et tu vois, l'artiste que j'ai cité pas mal, qui s'appelle Andrew Bird, qu'on aime ou qu'on n'aime pas sa musique, c'est quelqu'un qui s'est mis une sorte d'obligation ou de rigueur de sortir un album par année. Des fois, il n'y a pas de chansons. Des fois, il fait que des albums instruments. Okay. Tu vois, je sais pas ce qu'il a dû se dire. J'ai pas d'inspi là, donc je vais juste. Il joue du violon, il fait de la guitare, il joue de plusieurs instruments. Bon. Et qu'on aime ou qu'on n'aime pas, je trouve que c'est hyper cool de suivre quelqu'un qui te dit chaque année, ne t'inquiète pas, si t'aimes bien ma musique ou que ça te parle, je vais essayer de proposer quelque chose. Du biscuit, quoi. Et il voit ça comme un taf, quoi. Et je suis très admiratif de ça parce que plus tu laisses d'espace dans ta vie privée et que tu vois plus ça comme un travail, plus en fait ce travail te ronge, te bouffe, puisque tu es un artiste. Et si tu arrives à voir ton travail artistique comme un boulot, ta vie privée commence à fleurir. Tu vois, un peu plus, tu peux laisser de l'espace. Je comprends, c'est cool, c'est une bonne. Je vois très bien. Du coup, t'es parti sur ce modèle-là aussi, toi. J'essaye. Ça fait partie de c'est mon but en tout cas. C'est ton but. Ok, que tu réussis bien pour l'instant. Là, j'ai fait 4 spectacles en 4 ans, je suis content. C'est très bien, effectivement. Parlons un petit peu concert. Tu vas à des concerts, toi ? Je vais pas beaucoup à des concerts et ça me fait pas kiffer. En fait, je suis tellement habitué au stand-up et l'excitation du stand-up elle est tellement haute pour moi que maintenant, les musiciens qui prennent des plombes à arriver sur scène, qui testent des guitares et tout, ça me saoule de fou, mais de fou. Je fais une soirée qui s'appelle Première fois avec Emilien Bernot, qui est un pote et qui fait beaucoup de musique, lui. Et ça a été une des grandes bagarres entre nous, c'est-à-dire qu'entre les humoristes qui mettent un rythme élevé, où il y a beaucoup de rire, beaucoup d'interactions, ça bouge beaucoup dans la salle. Et puis le moment de la musique, qui est un moment un peu mystique, sacré, flottant, où les gens, ils arrivent, ils branchent leurs instruments, ils parlent, t'es en quoi, toi, t'es en ré, moi je suis en do. Et tu vois, et tout le public accepte ça. Moi, je suis devenu drogué à vas-y frère, envoie quelque chose. Arrête de me parler de ta guitare, c'est qui lui? Pourquoi il y a un mec qui vient, qui change des guitares, qui est en train de brancher des câbles? Pourquoi vous n'avez pas fait ça avant? Tu vois ce que je veux dire? Je comprends, ça m'énerve. C'est sûr que je suis pas tolérant avec ça. Donc avec Emilien, il a fallu qu'on se batte et je lui ai dit, tu peux essayer de faire en sorte que les transitions soient plus rapides parce que ça nique la soirée. Et voilà, moi j'ai cette non-patience. C'est un défaut professionnel. Il faut du rythme. Une déformation professionnelle, il faut que ça aille vite. Et en fait, je n'aime pas ces flottements en fait. Mais apparemment, le public se régale. Dans les festivals, ils boivent des bières, ils parlent entre eux. Je suis pas cet amateur de musique où je reçois la musique et après je débriefe. T'as vu, incroyable, le troisième couplet, formidable. C'est comme la vidéo où beaucoup de gens se sont moqués, où des gens ont acheté de la pizza et ils ont écouté un album, tu vois. Et je dis, je comprends. Après, c'est perso, chacun a ses sensibilités. Chacun ses sensibilités. Je respecte tout à fait les sensibilités des fanas de festivals et de musique. S'il vous plaît, ne venez pas attraper ma veste. Voilà, juste ça, effectivement. Revenons un petit peu au petit Yacine. Est-ce qu'il y a un métier que tu rêvais de faire quand tu étais petit ? Vraiment, 5-6 ans, tu sais, les trucs d'enfant. Déjà, là, je dois dire à tous les gens qui nous écoutent, je suis extrêmement grand. Et je fais 1m96. Oui. Mais le petit Yacine... T'es sur 2 chaises, là. Sur 2 chaises, absolument. Pour être sûr. Petit Yacine voulait devenir mangaka. Moi, j'étais à fond dans... Je veux faire des mangas, quoi. C'était trop bien, les mangas, parce que c'était l'arrivée avec Dorothée. Pareil, t'as connu ces trucs-là. En fait, vous êtes une génération qui a connu beaucoup de choses qui ont influencé le monde d'aujourd'hui. Je suis tellement heureux de voir tellement de gens qui déchirent dans ces domaines. Je vois pour de vrai. Là où j'arrive à me dire, j'ai l'impression qu'on s'est pas pris la tête pour rien.
sais, quand j'étais petit, c'était pas à la mode les mangas. Je le dis Ah bah maintenant, oui. les gens ne me croient pas. Bah merci de me croire. Mais bien sûr. Mais parce que je le disais, ouais, qu'au collège et tout. C'était je me disais, ringard. mais non, mais n'importe quoi. Les mangas, c'est hyper pop culture, tout le monde connaît. C'est pas du tout. Tu passais Non. pour un énorme geek, un nerd. Nous, tu connais le magazine Shonen Jump? Oui, de nom. Je connais de nom. En fait, Ouais. ils sortent toutes les semaines au Japon. Ouais. Et je sais pas par quel miracle, il y en a un qui a ramené un demi-Shonen Jump, parce que ça se faisait à l'époque. Ok. C'est genre Picsou, Super Picsou géant, Ouais, il y a ouais. plusieurs histoires. Tu le déchirais Ok. et tu partageais avec un pote, quoi. Ouais, ouais, tu ouais. vois, tu l'ouvres, tu le déchires, toi, tu as 2 histoires et toi aussi. Et après, on se le repasse. Et en fait, il y a quelqu'un qui a ramené un Shonen Jump, un demi-Shonen Jump en mode japonais qui vient du Japon avec le papier recyclé, le vrai truc du Japon. Ok. Mais c'était comme une relique magique, Ouais. un grimoire de Merlin. Donc Ouais. on l'étudiait comme ça. Donc oui, les mangas pour nous, c'était un terrain d'exploration. C'était fou. On n'avait pas la possibilité d'avoir même le matos qui est abondant maintenant. Oui, bah oui. Tu vas dans n'importe quelle papeterie, Oui, tu oui, peux oui. utiliser le même matériel qu'il y a au Japon. Tu peux te le faire livrer, le matériel C'est comme vrai. les gommes spéciales, etc. Nous, on n'avait pas ça. Et on avait les vieilles gommes qui arrachent le papier, là, rose et bleu. Et donc, Ouais. il fallait Ouais, se battre. les fameuses. En gros, voilà, c'était le rêve de pouvoir être dessinateur de bande dessinée. Il y en a qui l'ont fait, Bah ouais. de ma génération. De ta génération que tu connais. Bah ouais, il y en a qui ont réussi. Enfin, moi que je connais pas perso. Oui, ok, mais que oui, je, de ta je sais génération qu'ils sont à toi, de oui. ma génération, Ouais. qu'ils écrivent des BD maintenant, qui font des BD ou des mangas. Et ouais, c'était le rêve du petit, mais c'était trop dur. Dessiner, c'était trop dur. T'as pas réessayé plus tard? J'ai essayé de dessiner un petit peu, mais vraiment, ça demande une telle rigueur. Faut tellement être tout le temps devant son pupitre à gratter, qu'en fait, je suis nul à chier. Je peux faire vite fait des petits dessins, Ok. mais mon pic, c'était genre à la fin du lycée, début de la fac, où j'ai réussi à faire une petite BD et tout, que j'aime beaucoup encore, que je regarde. Je dis, ouais, elle est pas mal, cette Ouais. BD. Tu valides même après. C'était mon pic. Mais tu vois, j'ai voulu faire les Gobelins, et Ouais. je me suis dégonflé. Les Gobelins, c'est Oui, une oui, école oui. Ouais. d'animation. Faut savoir qu'en France, on a parmi les meilleurs animateurs que le monde entier nous pique. Hein, tu vois, genre Pixar, Disney. Ils piquent C'est nos vrai. animateurs, ils les C'est très embauchent vrai. Ouais. à la sortie des écoles d'animation françaises parce qu'il paraît qu'on est vachement fort. Je sais pas si le niveau est toujours aussi fort. Mais les Gobelins, c'était genre, oh, tu fais les Gobelins, putain, c'est un truc de ouf. Et en fait, dès le départ, ils te disent déjà, pour venir faire le concours, pour qu'on te donne l'heure, faut déjà que tu saches dessiner parfaitement. Ah oui, On d'accord. te donne pas l'heure si Ok. tu sais même pas dessiner. D'accord. Donc ouais. voilà. La marche a été déjà très haute. Ouais. Dès le début, avant même de pouvoir y aller. Ok. Quel souvenir, par contre, tu gardes de ta scolarité? Quel genre d'élève t'étais? Ta scolarité en général, hein, vraiment de la primaire. Très ZEP, en fait, très zone d'éducation prioritaire. Très bien. Ok. C'est un souvenir ZEP. Je dirais que à la fois les bons côtés, à la fois les mauvais côtés, à la fois les super profs, à la fois les profs complètement dépassés, les pauvres. Maintenant, en étant adulte, je me dis, ouais, j'avoue, on leur a fait la misère. Ouais. J'ai des bons souvenirs, mais je suis content d'avoir réussi le bac et j'ai fait un bac scientifique, Ok. mais je me rends bien compte que c'était pour vraiment rassurer la famille et dire à la famille que je savais lire, écrire, compter, que ça allait bien se passer, que Oui. tranquille, je saurais, voilà quoi, j'ai des compétences de base d'un être humain, vous inquiétez pas. Mais j'avoue que j'ai beaucoup à redire sur ce que j'ai appris à l'école. Je trouve que une grande partie ne sert à rien du tout dans la vie d'un être humain adulte français. Je vois pas pourquoi on apprend autant de choses. Je suis complètement d'accord. Moi, j'ai énormément de mal avec le système. Moi, j'ai même pas le bac, j'ai arrêté très vite. Mais maintenant, j'ai des enfants. Ils sont petits encore, mais du coup, je vois. Félicitations. Merci. Je vois le truc et tout. Et je me dis. Et je suis tombé sur une interview d'Alexandre Astier. Il y a pas longtemps, qui parlait. J'aime bien généralement sa grand-mère. Je trouve Il est trop cool. Sur ces sujets-là, il a Ouais. une bonne. Et il disait que, voilà, il est d'une génération où à l'époque, pour avoir Internet, c'était un truc de fou. Maintenant, Ah ça ouais. tient dans la poche. De fou. Qu'on a évolué, voilà, et on a évolué sur énormément de domaines. Et il dit, bizarrement, je trouve que l'école, elle ressemble pas mal à celle que moi je faisais quand j'étais petit. Absolument. Et qu'il y aurait peut-être des questions à se poser sur ce sujet de pourquoi l'école n'a pas évolué comme le reste du monde et de la société, quoi, tu vois. C'est dramatique parce que en vrai, il y a tellement de sujets qu'il faudrait aborder à l'école, des domaines qui sont, je pense, importants. Après, nous, à notre position, je trouve, enfin, faut aussi garder un peu d'humilité parce que je pense que être professeur et pouvoir aborder tous ces sujets et les rendre faciles à apprendre pour les élèves, c'est une tannée. Déjà, tu sais,
en quelque sorte accorder ta classe. Tu sais, c'est comme un instrument de musique. Parce que tu as des gars qui ont des galères, ils n'arrivent pas à apprendre vite. Tu as des gars qui sont des facilités. Il y avait des génies, des petits génies. Tu dis, mais comment tu fais pour tout comprendre aussi vite et tout recracher? Ils disent, je sais pas, c'est ma mémoire et tout. Et à l'époque, on se posait pas les questions qu'on se pose maintenant en tant qu'adulte. On était juste jeunes. Je suis sûr que tu dois avoir eu des camarades qui étaient soit hyper brillants ou soit... Sûr. Voilà, complètement. Déjà, pour les profs, c'est tellement une tannée. Mais par contre, là où moi, je me suis senti trahi, c'est en vieillissant, en apprenant ce que c'était que l'éducation financière, ce que c'était que comprendre en fait le système même de la loi, comment fonctionnent les choses qu'on ne nous a pas expliquées, alors qu'on en a besoin au jour le jour quand on est adulte. On en a besoin vraiment. Et j'ai l'impression d'avoir manqué ça. Ouais, en fait, c'est ça. En fait, ce serait pas ce que les professeurs font aussi avec les moyens qu'ils ont, tu vois, et les moyens sont pas ouf généralement, tu vois. C'est de ouf. Dans tout ce qui est façon publique, hein, c'est pareil dans les hôpitaux. Malheureusement, c'est horrible pour eux. C'est généralement, de toute façon, ça vient de là. Ça vient de même plus loin parce que eux font le max. Eux sont passionnés généralement de façon pour faire ce genre de métier. Ouais, tout à fait. Mais ils ont juste pas les moyens de le faire bien. Absolument. Et je pense qu'il faudrait réformer carrément tout le système et revoir les choses et apprendre ce qui va nous servir dans notre vie de tous les jours réellement plutôt que. Mais par exemple, j'ai appris à faire du théâtre à l'école. Petite transition incroyable. Mais ça, c'est des trucs super utiles par contre. C'est ce qui m'a permis d'être, par exemple, si je fais actuellement de ma vie de ça et de l'écriture, c'est parce qu'il y a eu quelques personnes à l'école qui m'ont encouragé non seulement à écrire, mais à monter sur scène, à m'exprimer, à faire du théâtre. Et j'y ai trouvé du plaisir alors que je ne savais pas si ça allait être cool ou pas. Parce que c'était pareil, le théâtre à l'époque, c'était ringard de fou. Ouais, c'est vrai. Aujourd'hui, les gens peuvent se dire, on peut percer et tout. Il y a plus d'espace mental qui est dédié à l'ambition. À l'époque, mais c'était mort, quoi. Tu vas pas faire du théâtre. Ça n'a aucune chance. C'est vrai. Mais du coup, restons sur le théâtre. Du coup, tu as fait du théâtre, toi, sur Paris. Ouais. Tu as fait quelques années de théâtre, pardon. Est-ce que tu te souviens des premières représentations, des premiers trucs que tu as fait? Ah bah ouais, grave. Moi, déjà, ton ressenti? Le premier spectacle que j'ai fait, c'était trop bien. C'était à l'école. Alors, j'ai fait du théâtre sur Paris, si tu veux, on en parle. Mais à l'école, on a fait une pièce de théâtre qui s'appelle Casimir et Caroline. C'est genre l'Allemagne... je sais plus si c'est pré-nazi ou au milieu du nazisme, enfin je sais plus, mais genre l'Allemagne pauvre. Et il y avait tout un bail avec un vieux monsieur qui était riche et qui draguait une jeune femme. Et cette jeune femme, elle était aussi draguée par un autre gars qui était de son âge. Et la pièce de théâtre était en mode, est-ce qu'elle va succomber à la relation de pouvoir? Parce que tout le monde est dans la misère. Donc, tu as un gars plus âgé, mais qui va t'offrir une vie de château et tout, et qui te dit, non, mais sois ma dulcinée. Et à côté de gars, tu as un vieux gars de la mine qui dit, ouais, mais moi, je suis comme toi. Enfin, je sais plus c'était quoi l'histoire. Mais sauf que nous, on avait 16 ans. Et moi, je faisais le vieux mec riche et il me fallait un chapeau. Et mon oncle, paix à son âme, mon oncle Kamel, m'avait dit attends, moi, je vais te trouver un chapeau. Et c'était l'époque où t'avais un truc, où t'avais un surnom. Chacun avait un surnom. Et à Aubervilliers, il y a un gars qui s'appelle Chapeau. J'aime trop. Il a été me voir, il a dit vas-y, tu peux me passer un chapeau pour et il me l'a filé. Et donc j'ai gardé ce chapeau que j'ai toujours chez moi, qu'en fait j'avais besoin d'un chapeau pour faire parce que tu sais, on devait être en petit costume, en petite chemise, un peu élégant, et c'était cool pour nous de faire ça, mais tu vois bien aussi que c'est une propagande de profs. Eux, ils kiffaient Casimir et Caroline, ils voyaient du sens là-dedans. Ils savaient pourquoi ils faisaient cette pièce de théâtre. Nous, on comprenait pas l'histoire. On savait pas pourquoi on jouait des Allemands à telle période tu vois, comme Bertolt Brecht, ils vont dire waouh, quelle allégorie sur le fascisme, c'est incroyable. Et nous, on est là, franchement, on comprend pas tout, on s'amuse pas de ouf. Et c'est clair. Tu sais, 16 ans, 17 ans, bien sûr, tu comprends intellectuellement, tu vois, mais tu le comprends pas. Bien sûr, tu peux pas conscientiser tu vois, comme un adulte, c'est clair. Et avec le théâtre, du coup, ça t'a appris quoi? T'as fait tes armes, vraiment? C'était ton école de en fait, scène? C'était mon école d'arrêter d'être trop timide et d'avoir le droit de m'exprimer. Donc, je montais sur scène, je parlais, les gens écoutaient la pièce de théâtre et à la fin, ils discutaient avec nous de ce qu'ils avaient vu. Et voilà, ils disaient j'aime bien, j'aime pas, bizarre, cool l'histoire, j'aime pas l'histoire. Donc, c'était sympa parce que tu pouvais faire passer des messages à travers la pièce, où tu pouvais essayer, toi, d'écrire de ton côté, de temps en temps, comme j'ai fait des ateliers d'écriture et tout, où moi, je pouvais intégrer mon point de vue personnel, ce qui était une nouveauté pour moi à l'époque. Donc, le vrai changement a eu lieu dans un théâtre à Stein, qui s'appelle le Studio Théâtre de Stein, big up au Studio Théâtre de Stein, qui, eux, ont laissé la
la place libre à l'expression des jeunes. C'est-à-dire qu'ils leur ont pas dit venez faire telle pièce de théâtre chez nous. Ils ont dit si vous voulez, vous pouvez faire votre pièce de théâtre à vous. Ah oui, ok. Et ça, c'est chouette. Ouais, ça change tout. Ça change tout parce que tu peux t'approprier l'espace. Et ça a été une volonté de leur part de nous encourager là-dedans. On est venu avec un projet de camarades. On avait fait de l'improvisation avec Papy. Oui, Papy qui est une légende vivante. Bien sûr. Et Nono, c'était 2 personnes. Papy, Nono. On a fait de l'improvisation avec eux. Ils nous ont appris à l'improvisation. On était là, oh, c'est trop cool. On peut inventer des choses. Ok, c'est super. Mais venez, on essaye de rester ensemble. C'était un truc qu'on avait envie de rester ensemble. Ceux qui s'étaient rencontrés dans l'improvisation, on a écrit beaucoup ensemble. Et après, on est allé voir le studio Théâtre de Stein et que les copains connaissaient déjà. Okay. Moi, je connaissais pas du tout. Ils avaient fait leur pièce de lycée là-bas, comme moi, Casimir, Caroline. Okay. Et en fait, ils ont dit non, mais ils sont vraiment gentils. Et il y a un gars qui s'appelle Kamel Warty, adorable, qu'on a rencontré, qui nous a dit non, mais moi, je vous fais confiance. Et c'est fou, en fait, la force de quelqu'un qui te dit moi, je vous fais confiance, je te fais confiance, alors qu'on a l'habitude de prendre des murs et de prendre de la méfiance et de prendre de l'inquiétude. Il nous a dit ramenez-moi 20 pages. Et on a gratté les 20 pages, on les a imprimées avec un Pentium 1, mon gars. À l'époque, tu vois, on était en 2000. Et c'est pas les mêmes ordi, c'est pas les mêmes imprimantes. Et tu sais, imprimer 20 pages et ramener 20 pages, c'est une dinguerie. Donc, il a lu les 20 pages, il nous a dit après, ensuite, il nous a dit moi, j'étais étonné que vous rameniez les 20 pages aussi proprement, que vous preniez autant à cœur ce truc. Parce que je pensais pas que vous le feriez. Parce qu'après, moi, je me projette aussi dans ses yeux. Il voit des jeunes de 18 ans. Tu sais, c'est changeant. À 18 ans, tu peux très bien dire, je suis passionné par tel truc. Et puis 2 mois plus tard, finalement, je suis sur tel autre truc. C'est vrai. Et j'avais demandé comment tu as transitionné justement vers l'humour, vers le stand-up. Ça vient de là un peu, de l'improvisation, etc. Absolument. L'humour, moi, j'ai toujours bien aimé les blagues, etc. C'était un truc un peu un ciment familial. Hein. C'était un moyen d'attirer l'attention, c'était un moyen aussi de communiquer avec les grands parce qu'on faisait des blagues entre nous, donc l'humour c'est vraiment essentiel, je trouve, pour la communication. Et moi j'ai eu toujours des envies de continuer à rigoler. Je faisais des blagues, j'aimais bien traîner avec des gens marrants, ça m'apaisait énormément, pareil que la musique si tu veux. Moi je suis très anxieux, je suis plutôt un naturel anxieux, donc même enfant j'étais anxieux et donc les blagues ça apaise, ça calme, c'est un moment de joie. Et je regardais beaucoup de trucs à la télé, donc j'ai toujours eu envie de raconter des blagues. Et j'ai vu Jerry Seinfeld raconter du stand-up. Il était tout seul, il n'y avait pas de costume. Et je me suis dit, ah putain, c'est trop bien parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir de lumière incroyable, de costumes qui coûtent cher, des perruques, des moustaches ou que sais-je, parce que c'est quand même beaucoup de travail. Et tu peux arriver sur scène et essayer de dire des blagues que tu as écrites. Moi, je me suis dit, j'ai trop envie de tenter ça. Et il s'est trouvé qu'il y a une petite mode qui a commencé à émerger. C'était underground à Paris en 2004-2005. Moi, j'ai commencé en 99 et j'ai pris un four. Parce que les gens qui ont fait rigoler les gens sur scène, il y avait 2 personnes dans la salle et les gens qui ont cartonné, c'était des personnes qui étaient en costume justement. Ok, d'accord. Et donc je me suis dit ah merde, bah là c'est la période du costume quoi. J'arrive avec mes blagues, ils en ont rien à foutre. Et puis j'avais 19 ans, je pouvais même pas évaluer moi-même mon niveau. Et donc après, il y a eu ce moment stand-up qu'on a tous saisi, tous les fans de stand-up. Et puis il y a eu le Jamel Comedy Club. Et là, alors, laisse tomber. Après le Jamel Comedy Club, ce fut la folie. Après, c'est la vie qu'on connaît maintenant. Oui, je te jure. En fait, on s'excuse d'ailleurs. Excusez-nous. Si vous aimez pas le stand-up, c'est notre faute. Ah bah là, c'est compliqué. Pardon, excusez-nous. Et bah, regarde, tu vois, moi je défends toujours ça. Je défends toujours les gens qui font du sketch, perruque, moustache, accessoires. Et je les défends à fond en leur disant, je pense que votre heure va revenir. Parce que le stand-up, ils nous regardaient mal, vraiment, ils nous regardaient de travers. Les gens ne savaient pas du tout ce que c'était, ils s'en fichaient complètement. Et puis maintenant, c'est la méga mode. Je vous assure que ça va redevenir ringard et que vous allez pouvoir revenir, les copains à perruque. Sentez-vous bien, les copains à perruque. Vous allez tous être de retour. Ne vendez pas les perruques, ne les vendez pas, ça peut servir prochainement, effectivement. Tu parles du Jamel Comedy Club, on est forcément obligé d'en parler un peu. C'est Kader Aoun qui vient te chercher à l'époque ? Est-ce que tu savais combien de temps que tu C'est Kader Aoun qui me récupère dans le Jamel Comedy Club par l'intermédiaire de Samy le Comte de Boudherbala, parce que je crois qu'il cherchait des gens. Ça peut vous paraître incroyable, mais je crois pas dire de bêtises en disant que pour préparer l'émission, ils avaient besoin de comiques.
Et il cherchait des stand-uppers, ce qui peut paraître incroyable aujourd'hui parce que tu vas n'importe où, il y en a 12. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire, je pense que toi-même, tu es stand-upper. mais oui, non, mais c'est vrai que tout le monde. Oui. Bah là, on en a croisé 7, là, juste. Voilà. Non, descend dans c'est pas l'escalier. pour être méchant, mais beaucoup Bien de sûr, monde. bien sûr. Et il y en a des formidables, des talentueux et tout ça. Mais c'est que c'est tellement devenu quelque chose d'important que c'est assez facile de trouver. C'est En vrai, fait, c'est vrai. il y a plus de personnes qui veulent participer que de places pour participer dans les émissions de télévision. Ouais, Là, ouais. c'était l'inverse, mec. Ouais, ouais. T'imagines? Bah oui, c'était le début. L'inverse. C'est-à-dire que début. personne savait. Ouais. Blanche Gardin, par exemple, elle ne commençait pas le stand-up. Elle avait fait d'autres choses, des persos, des sketchs, des trucs. Et elle a commencé l'écriture en solo. Ouais. Y en a d'autres dans la troupe qui étaient inexpérimentés. Moi, j'avais fait que quelques scènes. Et en fait, je pense que Kader, si je me souviens bien, parce que je veux pas refaire l'histoire, ce serait un manque de respect. Mais si je me souviens bien, il avait demandé autour de lui en disant: est-ce que vous connaissez des humoristes talentueux? Parce que nous, on en cherche. Et comme c'est particulier le stand-up et que c'est pas du tout la mode, il fallait connaître. Ça courait pas les routes. Et en fait, le comte de Boudarbala parlait de moi, puisque moi je faisais des soirées qui s'appelaient les soirées La Famille. Je ne les organisais pas, mais je jouais là-bas et je faisais du stand-up à Saint-Denis, Ok. à côté de la basilique. Et c'est merveilleux parce qu'en fait, il a dit: vas-y, il cherche des gens, viens, on va le rencontrer et tout. Je l'ai rencontré, j'ai raconté mon sketch comme ça en conversation. Il m'a dit: c'est super intéressant. J'ai jamais entendu cet angle-là, parce que c'était un truc sur la politique, comme quoi on se faisait draguer et après ils nous baisaient parce qu'en fait après les élections ils disent 1000 trucs avant, puis après ils respectent pas leurs promesses. Ok. Et j'avais fait un parallèle avec quand un mec essaye de draguer, un mec un peu macho essaye de draguer une jeune femme, et à la fin, tu vois, il est prêt à dire n'importe quoi pour pouvoir sortir avec la meuf, et à la fin, en fait, une fois qu'il a obtenu ce qu'il a voulu, il calcule pas, quoi. C'est un gros bâtard. Et je voulais dire ça sur la politique parce que beaucoup de gens se sentent trahis, tu vois. Et ma génération se sentait très trahie par les politiciens, parce qu'on était en mode: vous nous promettez tellement de choses, mais une fois qu'on a voté pour vous, qu'on a fait l'acte et qu'on a dit oui, on veut, et après on voit plus rien, quoi. On comprend pas, on se sent vraiment. Et il m'a dit: c'est intéressant. Et puis voilà, c'est parti de là. C'est parti de là comme ça. Et l'aventure Jamel Comedy Club est née avec tout ce que ça impliquait, le succès, ça c'était. C'est fou, le succès a été fou. Mais il n'y avait pas Internet à l'époque, donc ça va, on l'a pas, tu vois, on l'a pas senti comme ça. Et quand bien même, c'était incroyable, c'était sur Canal, moi, comme plein de gens, j'étais un grand fan de Jamel, j'avais des posters de lui dans ma chambre. Forcément, je suivais tout ce qu'il faisait, et donc il arrive là, et là vous arrivez tous avec votre. Et j'en parlais avec Dedo que j'avais reçu ici dans ce podcast. Vous êtes en plus, tous aujourd'hui, il y a peu de collectifs qui ont tous réussi en fait. Ouais. Après. Ouais. Tu vois, il y a toujours un membre ou pas, et un aussi grand collectif. Vous n'étiez pas 3. Ouais, c'est clair. Tu vois, et chacun dans vos domaines, vous avez chacun fait vos trucs, etc. Je dirais qu'on a persévéré, qu'on a continué. Mais je pense que c'est parce que déjà, à la base, pour faire le Jamel Comedy Club, il fallait être un peu des oufs parce qu'il n'y avait pas de plan de carrière. À cette époque-là, tu pouvais pas te dire: si je fais le Jamel Comedy Club, il va se passer ceci et cela. Dans les années suivantes, comme le Jamel Comedy Club a eu du succès, d'autres humoristes ont pu se dire: c'est un très beau tremplin. Bien sûr. Parce que si ça n'avait pas eu de succès, le stand-up aurait peut-être pas. C'est vrai. Tu vois, on aurait peut-être mis moins d'argent dessus en tout cas. Oui, ça c'est clair. Ça c'est sûr et certain. Oui. Et le truc de fou, c'est que je pense qu'on était un peu des gens bizarres, en fait. On était un peu... Moi, j'étais passionné par le stand-up, théâtreux, un peu comme mon personnage dans la série Inside Jamel Comedy Club. C'est nos vêtements qu'on utilise. Donc moi, j'avais des écharpes qui venaient du Maroc, vertes, à bandes et tout. Et puis, tous ces personnages sont super différents les uns des autres. À la fin, on s'est retrouvés ensemble et bizarrement, ça a fonctionné par le talent de Kader et de Jamel, qui ont réussi à caster les bonnes personnes au bon moment et puis à proposer la bonne idée aussi au bon moment. Et puis le courage aussi de Canal+, qui a dit: ok, on va faire ça. Il faut rappeler que c'était post-émeute de 2005. Oui, c'est vrai. Zied et Bouna, paix à leur âme, qui ont, par leur décès tragique, déclenché un mouvement populaire où les gens étaient trop choqués. Et il y a eu vraiment une prise de conscience, même de Jacques Chirac, je ne sais pas si tu te souviens, mais c'est une des rares fois où, tu sais, Chirac me manque un peu en ce moment, parce que des fois, il prenait la parole et il disait en France, je ne sais plus ce qu'il disait exactement, mais il y a des gens qui n'arrivent pas à se sentir français et ce n'est pas normal. Tu vois, genre les petits frères, genre frérot, attendez, il y a un malentendu, les frérots. Donc je pense qu'il y a eu une volonté politique d'essayer d'incorporer à l'image qui était très blanche des Noirs, des Arabes, des Asiatiques, des gens qui venaient de ce qu'on appelle les minorités, les communautés, on dit ce que vous voulez, mais qu'on voyait pas beaucoup à la télé, quoi.
Et donc, du coup, après, on en a vu un peu plus. Harry Roselmack, il est noir, il présentait le journal, je crois. Bien sûr, c'était trop stylé, quel BG. Et d'ailleurs, je fais une parenthèse sur Harry Roselmack, juste parce que tu me dis ça. Tu sais qu'à la base, il l'avait casté pour faire la météo. Oh, non, je savais pas. Ouais, j'ai vu raconter ça avant temps. Et il a dit, non, en fait, genre, moi, je suis journaliste, je veux faire des trucs et tout machin. Et il a dit, et ils lui ont fait un pont d'or. T'imagines, c'était TF1 et tout machin. Et il a dit, non, j'y vais pas. Ah ouais. Et ils sont revenus quelques années plus tard en lui disant, ok, on te propose ça, journalistiquement parlant. Et il a dit là, ok. Ah, c'est ça qu'il veut faire. Voilà, je petite parenthèse parce que je trouvais ça courageux de pas céder de fou. à des trucs, à l'argent et à la facilité. C'est pas facile garder ses convictions. Quand tu commences et tout ça, c'est vraiment pas facile. On parlait du Jamel Comedy Club. Je vais te faire écouter quelques petits trucs là. J'ai des petits trucs sous la main. Je te laisse écouter. Yassinos, c'est ta gossure, Amélos. Ah, c'est Amel. Peux-tu, s'il te plaît, expliquer au peuple qui réclame des explications pourquoi je t'appelle Yassinos, pourquoi tu m'appelles Yassinos, pourquoi on appelle Dedo Dedos, Tomos, pourquoi ce os? Pourquoi ce os? Alors, en fait, c'est que je sais pas si c'est Thomas qui l'a tout de suite lancé ou s'il y a eu un passage de relais entre Patson et Thomas. Déjà, juste on a fait une tournée avec Patson. Donc on vous bat tous. On vous bat tous. On a été dans un car avec Patson et on a fait le Tour de France avec Patson. Si vous ne connaissez pas Patson, c'est un artiste incroyable, mais haut en couleur. Il est ingérable. Sur scène, c'est un truc de fou. Allez le voir. Il joue en ce moment. C'est un des vrais boss pour moi du stand-up. Il nous a fait trop rigoler. Gros respect à Patson. C'est notre aîné en plus. Donc nous, on avait beaucoup d'admiration pour lui. Mais Patson, il a un accent. Et je sais plus si c'est comment la vanne est venue, mais c'est Thomas. Et au bout d'un moment, il appelait tout le monde en hausse et disait nous on l'appelait Tomos et Thomas il disait Yassinos. Et il imitait Patson en faisant un truc dans le car et tout. Amélos. Non, faut pas faire ça. Et donc il faisait une sorte de personnage de Patson excentrique et Patson lui-même qui était un personnage rebondissait dessus et tout. Donc c'est de là devient le hausse et c'est devenu notre petite signature de camaraderie. De l'époque du Comedy Club, vu qu'on avait des blagues comme tout le monde a dans son groupe de copains ou groupe de travail, je pense. Bien sûr. Dans votre groupe WhatsApp, vous avez des petites blagues entre vous que vous n'allez pas les faire en public parce que c'est vos blagues à vous. C'est un peu votre petit ciment de camaraderie ou en tout cas, c'est un moyen de rester poteau. Dans des moments de tension, on essaye de ressortir ces blagues-là. Parce que les moments de tension, il y en a beaucoup quand tu fais une tournée et que nous, on était en tourbus. Ouais. Donc, on vit les uns sur les autres. C'est pas qu'il y avait des problèmes, personne n'osait la voix, on s'embrouillait pas, on se battait pas. C'était juste qu'au bout d'un moment, tu peux plus voir les gens parce que tu fais 3 semaines avec les mêmes personnes tout le temps et qu'on est tout le temps, ensemble, tout le temps. Et t'as pas de, tu vois, t'as pas ce moment où tu retrouves ta famille, où tu retrouves. Et donc c'est vachement difficile. C'est l'humain quoi. Être humain, tu vois, tu peux pas rester 3 semaines collé au même groupe de gens et c'est pas les vacances. On travaille, il y a de la pression, il y a du stress. Ça fait partie d'un groupe. Je te fais écouter autre chose. Bouge pas tout de suite, ça arrive. C'est en ADSL, là. Ça passe par les fils. Et des doses, je crois que c'était des dingos. Des dingos écoute bien. 10 premiers degrés comme ça, c'est encore plus marrant, pardon. Non, je t'en prie. Des dingos, oui, ça. Ouais, Yacine, c'est Dedo. Je profite que tu sois avec Alexandre pour te dire qu'il faut absolument que tu raisonnes une bonne fois pour toutes Massimo. Il me harcèle depuis 1 semaine pour des défis, des choses qu'il pourrait me proposer... tout ce que tu sais déjà et que tu vas expliquer. Je peux pas donner les détails parce que c'est à chaque fois extrêmement gênant. Bah oui. Donc s'il te plaît, puis surtout toi c'est sous le coup de la loi. Je sais pas comment il a fait pour avoir le mien, mais je ne peux pas le bloquer. J'essaie de le bloquer, ça se débloque. Il dit personne ne bloque Massimo, c'est fou quoi. Fais quelque chose ou sinon j'appelle la maréchaussée. Merci. Alors Massimo, c'est un personnage et qui est né pendant des vacances. En fait, on a fait 3-4 jours en Italie. Dedo a des origines italiennes. Et moi, j'ai pas beaucoup été en Italie dans ma vie, mais un jour, il est parti là-bas en disant voilà, je vais kiffer quelques jours à Rome. Et j'ai dit vas-y, je te suis, je vais découvrir. Et c'était rigolo parce que j'étais un gros touriste. Et c'est juste que les Italiens sont tellement cool
au bout d'un moment, je sais pas pourquoi, parce qu'on a beaucoup marché, il faisait chaud, de la fatigue pure et dure, j'ai commencé à prendre l'accent italien, ce qui est pas bien, faut pas faire ça, hein. Mais j'ai commencé à prendre l'accent italien et à discuter avec le groupe comme si je les connaissais pas et comme si moi j'étais un milliardaire excentrique qui donne des défis, un gars extrêmement riche. Et je me suis rendu compte ensuite qu'il y a un monsieur qui s'appelle Massimo Gardia de notre enfance. Bien J'avais sûr. complètement oublié, mais en fait, je me rends compte que c'est lui que je fais. Ah oui, Et d'accord. donc je fais Massimo, je parle comme ça un peu C'est vrai. toujours, et je discute avec les gens et j'ai pas de problème d'argent, jamais. Et je dis toujours, je m'ennuie beaucoup. C'est vrai que Est-ce c'est que lui. je peux proposer peut-être toi, je te mets dans le fromage entièrement et tu dois faire fondre le fromage. Tu gigotes, tu fais fondre le fromage et si tu arrives à tout faire fondre, moi je mange le fromage, mais toi tu es tout nu avec l'huile de coco dans le fromage. Et je te donne 50 000 €. Oui, Oui, C'est c'est oui. d'accord. c'est d'accord, c'est Formidable. évidemment d'accord. Mais mes équipes, ils vont contacter pour faire ça. Tu vois. Et je donnais toujours des défis complètement cons. Donc, des fois, c'était tout est. Mais tu sais, un peu pervers, tu vois. Ah oui, oui, Et oui. il y avait une copine à nous et j'ai dit est-ce que tout est. C'est pas sexuel. Ne t'inquiète pas, c'est pas sexuel. Mais bien évidemment, c'est archi sexuel. C'est pas sexuel. Donc, je t'emmène à Monaco, d'accord. Un grand hôtel de luxe, king size. Tu rentres dans la chambre, tu vas sous le lit, tu pètes, tu pars. Et moi, je me mets dans le prout. Je te donne 500 000 €. Et évidemment, elle disait j'adore. avec plaisir. Ouais. Avec plaisir. Et en fait, c'était vraiment la incroyable. rigolade des fous furieux de ce monde. Parce que ça existe, genre des milliardaires qui Complètement. ont des yachts, qui ont des hôtels de luxe ou je sais pas quoi, qui font des dingueries. C'est dans les journaux. Ouais, bien sûr. Et moi, j'essayais d'en incarner un qui essaye d'être pas si méchant que ça, Ouais. mais qui propose des trucs infaisables, quoi. C'est quoi comment t'expliques cette relation qui est née avec Dedo depuis le début? C'est quoi? C'est la compatibilité de Je sais vos pas. personnalités de... Franchement, honnêtement, je sais pas. C'est comme quand tu rencontres un bon copain à l'école et Ouais. après t'es potes. Honnêtement, avec Dedo, on était dans les loges. Ouais. Dedo, il est assez fermé et timide de base, tu vois. Donc, t'as pas envie d'aller lui parler tout de suite. Il y a des gens qui ont peur de lui des fois. C'est Alors vrai? que pas du tout. Il est adorable, tu vois. Ouais, grave. Mais tu sais, comme, je sais pas, le look, Le look, ouais, c'est souvent ça. trop bizarre. Comme, j'allais dire comme, il y a des gens, des fois, ils ont peur de Ngannou. Trop bizarre, le look. Oui, le look, Peut-être c'est parce que qu'il le est look. grand et très Les fort baskets, souvent, ouais. et qu'il peut nous tuer avec un coup. Peut-être. Ça peut jouer. Francis Ngannou, on t'aime beaucoup, pas de Oui, oui. problème. Ah, mais bien Il y a- sûr, non, c'est que de je l'amour. tape des gens pour vivre. En gros, Dedo, on rigole des mêmes blagues. Ouais. Il se trouve qu'on a des points communs dans les influences, comme par exemple Fabrice et Thomas avaient beaucoup de points communs C'est dans vrai. leurs influences. Et ils regardent aussi des animés, ils regardent les Monty Python. Donc on peut échanger très facilement. Et quelque chose qui était vachement difficile, c'est que dans l'humour, nous, notre génération était quand même beaucoup plus violente dans les loges. C'est-à-dire que par violente, j'entends psychologiquement, Oui. pas physiquement. Donc il y avait un peu du jeu, il y a un game, quoi. Ouais. Tu vois. Et en gros, les gens s'évaluaient au début du Jamel Comedy Club. Tu sais, la blague de Fabrice, Oui. l'équipe fort, l'équipe faible. Moi, je te parie $1 million qu'il le pense premier degré. Ouais, tu le ouais. rencontres un jour, tu lui dis, tu le penses, Ouais. il va dire, évidemment. Et je suis dans l'équipe forte, Ouais, tu vois. ouais, bah, bien sûr. Donc, il y a pas de. C'est pas méchant, c'est juste que c'était un monde un peu tendu, un peu Ouais. de performance. Tu Ok. vois, un monde de performance. Ah ouais. Comme les footballeurs. Ouais, bien sûr. Ils savent, faut performer. La compétitivité. Voilà, tout ça, il faut être compétitif. Et Dedo et moi, on n'était pas dans ce truc-là. Et des fois, on lâchait des blagues et eux, ils étaient je comprends pas ta blague. Ils rigolaient pas parce qu'on s'apprivoisait au début tous. Oui, bien sûr. Et Dedo, il rigolait à mes blagues. Et moi, je rigolais à ses blagues, mais de l'autre côté des loges. Ah, ok. Et donc, on est devenus potes comme ça parce qu'on a dit, toi aussi, t'es débile. Mais oui, mais pareil. Et on faisait les blagues de cons. Et tu connais les Monty Python. Et voilà. Puis après, l'enchaînement de la vie a fait qu'on a fait des projets ensemble et qu'on continue à bien s'entendre et à bien rigoler. Tu sais, on décrit souvent l'amitié comme étant, pas souvent, mais moi, je décris souvent l'amitié comme étant une conversation qui a commencé le jour où on s'est rencontrés, mais qui s'est jamais arrêtée. Tu vois, on n'a pas l'impression de recommencer une conversation. C'est On vrai. a l'impression de reprendre Ouais, la conversation qu'on avait abandonnée la veille. Quoi. Ouais, c'est vrai. Bah, c'est vraiment. En vrai, c'est vrai ça. Parce que c'est le genre de pote où tu peux entamer une conversation avec une phrase.
Ouais. Tu vois, c'est très rare qu'on se dise sans- bonjour. Voilà, oui, voilà. Tu vois exactement. Ah bah oui, Tu vois, clairement, c'est oui, genre, c'est clair. Tu vois, t'as vu Ça n'arrive ça, jamais. t'as vu ça, truc de fou, C'est ça, machin. exactement. Voilà. Je vois très bien ce que tu veux dire. Faisons un premier petit jeu. Le premier petit jeu qui s'appelle le Quiz Art. Très simple. Génial. 1 minute pour répondre à un maximum de questions. Questions aussi simples que cite-moi un acteur français. Il n'y a pas de piège. Jean Dujardin, Jean Dujardin, par exemple. Tu peux dire je passe pour aller plus vite. je passe. Je passe, ce qui est un acteur aussi, le frère de Jean Je passe Dujardin. Et voilà, le but est juste de Je suis archi scorer. chaud, je suis archi chaud. De scorer le Ah, maximum. mais la compétition, moi, c'est toute ma vie. Tu veux que je te dise c'est quoi le record? Ouais. Le record, c'est 21 bonnes réponses. Waouh. Ouais, mais- Non, mais c'est sûr, j'ai perdu. Voilà. Il y a combien de questions? J'en ai à foison, comme on dit dans le jargon des questions. Let's go. Yacine, est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Tu peux me citer, s'il te plaît, tu vas entendre le chrono dans les oreilles. Est-ce que tu peux me citer, s'il te plaît, 3 films avec Eddie Murphy? Le flic de Beverly Hills 1, le flic de Beverly Hills 2, le flic de Beverly Hills 3. Une série Netflix. Une série Stranger Things. Un humoriste français. Haroun. Un film Marvel. Le Infinite War. Un rappeur marseillais. Demi-portion. Un film avec Jamel Debbouze. Cléopâtre. Un film sans Jamel Debbouze. Interstellar. Un manga. Oui, Bakuman. Un créateur de contenu sur YouTube. Squeezie. Un footballeur français. Zinedine Zidane. Un jeu vidéo. J'allais dire Squeezie, mais c'est pour rigoler. Je te le prends. Non, Je te Zelda. Un Disney. Aladdin. Un film de Tarantino. Pulp Fiction. Une humoriste française. Bien sûr, Blanche Gardin. Une émission de cuisine à la télé. Top Chef. Le nom d'une radio. Nova. Une série avec des amis dans un appart à New York. Friends. Un artiste de variété française. Charles Aznavour. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal. J'ai aimé cette Désolé. intensité. Alors, comptons ensemble. 1, 2, 3. Attends, 1, 2, 3, 4, Ouais, j'ai pas 5, 21 là. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. C'est pas mal 17. 18. Hein. 18. C'est pas mal. 18. Bah, j'ai pas 21, mais je suis content. Eh oui, mais je pense que tu aurais passé certaines questions, tu aurais été plus vite, tu aurais peut-être Ouais, scoré un peu plus. t'as raison. Je pense. Si je peux me permettre modestement, attention, hein. Mais... Très modeste. Hein, ce que Ah je non, te dis là. non, mais moi je prends parce que t'es toi le chef de ce podcast. Et moi je dis, je suis d'accord avec toi. Bah, En écoute, fait, non, c'est mais Cauchemar en cuisine ou Top Chef, ça m'a fait perdre du ça temps. t'a mis dedans. Et il y a un autre truc où t'as un peu. J'ai hésité. Demi-portion, bien, hein, attention. Hein. Demi-portion. Eh bien, écoute, pourquoi je connais Demi-portion? C'est grâce à notre cher et défunt ami Bounaïmin, paix à son âme, Ouais. parce que Boone était proche de Demi-portion et il m'a semblé que Demi-portion était du sud. J'ai dit Demi-portion par rapport à Marseille et j'étais pas certain parce que le sud de la France, ce n'est pas que Marseille. Ce n'est pas que Marseille. Et vu que je sais pas exactement si c'est Marseille ou pas, je t'ai dit oui, tout simplement. Eh bien, Et écoute, je on t'a peut-être mésitué. Demi-portion, on s'excuse. J'aurais dû dire Joule, Mais très pour- facile. Bah oui, mais pour demi-portion, rien que pour ça, ça vaut la bonne réponse parce qu'on le cite jamais. Il est super fort, Demi-portion. Et évidemment, c'est pour ça Bravo, que je suis très Demi-portion. Je suis très content qu'on dise demi-portion, même s'il ne va pas exactement de Marseille, c'est pas grave. Revenons un peu à ton petit métier d'humoriste, hein, modestement. Oui, dis ça modestement, comme ça, bien bien sûr, sûr. bien sûr. Je t'entendais dans un podcast de Redouane qui s'appelle Les Vrais pour citer le podcast. On lui passe le on bonjour. lui passe un grand C'est Michel bonjour. Drucker. Exactement, Passe le oui. bonjour. Oui, tout à fait. exactement. Tu disais que tu aimerais bien faire une coopérative. Putain, ça me fumerait. Coopérative d'humoristes. Ouais, où, j'aimerais trop. remettre au centre justement la créativité, De fou. l'inspiration, voilà, tout ça, des trucs qui sont un peu perdus à ton sens aujourd'hui. Ouais. Tu mettrais qui dans cette coopérative? Qui aujourd'hui réunit ces critères-là pour, à ton avis, Honnêtement, aller je dans sais ce- pas. dans ce sens-là. Tu aurais réfléchi déjà ou pas forcément J'ai pas réfléchi à qui, mais je dirais à ceux qui seraient capables de se mettre dans l'état d'esprit de cette coopérative, parce que faut investir de l'argent, Ouais. faut investir du temps, Oui. et il faut s'engager sur ça. Ouais. C'est-à-dire que faut s'engager sur le fait que tu vas investir tant de temps, tant d'argent et tant de, on va dire, d'énergie. Ouais, bien sûr, ouais, carrément. Et moi, je suis ouvert à toutes les bonnes volontés. Voilà. Mais je vois que j'aurais des amis, je pense, dedans. Pour répondre à ta question, parce que si on cherche des noms, je demanderais peut-être à Dedo. Oui, des gens de je ton demanderais cercle. à Blanche. Je demanderais peut-être, je sais pas moi, aux gens autour de moi qui sont en ce moment au Madame Sarfati, que Ouais. j'aime beaucoup. Farid, s'il a envie. Tous les humoristes avec lesquels j'ai pu, Haroun, avec lesquels j'ai pu croiser en quelque sorte des morceaux de ma carrière.
j'aurais envie de leur proposer. Pourquoi ? Parce que Amel Chabi, magnifique. Parce que tant qu'il y a de la bonne volonté et qu'il y a une envie de faire quelque chose d'original, de bizarre ou de prendre un risque, c'est là où cette histoire de coopérative, elle est intéressante. Ouais. Parce que du coup, tu peux faire des mini-projets bizarres que le public peut juste dire c'est nul à chier, mais il y aura des gens qui vont dire c'est incroyable, j'en veux plus. Et je trouve que là où YouTube, Internet et on va dire les collaborations entre créateurs de contenu a changé la donne, c'est que ça a permis de voir qu'il était possible d'avoir du succès dans des niches. Bien sûr, ouais, carrément. Et les niches, c'est vraiment typiquement pour moi ce que ça définit l'art, c'est des niches, quoi. C'est faire un truc bizarre, c'est vrai. peut-être pas forcément compréhensible facilement et tout, mais qui peut être trop bien. Tu penses que c'est faisable ? Mais c'est largement faisable, mais c'est une question de volonté. Oui, c'est ça. C'est une question humaine plus qu'une question juridique et financière. Et c'est là où je suis fatigué. C'est-à-dire que là, moi, je suis fatigué, les frères. Ouais. À chaque fois, j'essaye de faire We Are the World. On me dit non, il n'y a pas We Are the World. C'est dans ce sens-là que je te demande si c'est possible. Est-ce que tu penses que c'est possible ? Est-ce que tu penses que les gens pourraient se mettre dans cette mentale, dans ce mood-là de le faire ? La vérité, moi, j'ai plus confiance dans votre génération à vous et la génération Z, la suivante. Ouais. Les petits, je pense qu'ils vont faire des trucs de ouf. Je pense. Ouais. Je pense, moi, je les trouve incroyables. Ils sont vraiment malins, quoi. Et ils veulent gagner de l'argent. Ils ont compris qu'il fallait pas se faire banane. Alors que nous, on était vraiment dans le mode on a le droit de faire ça, c'est cool, on peut venir, ah ouais, super, oh merci, c'est gentil. Ah, tu me donnes une banane, oh, merci beaucoup. Tu vois, on était vraiment des victimes, quoi. Ils nous disaient, vas-y, mettez-vous là, fermez-la. Mais gentiment, pour nous, c'était merveilleux et tout. Bah oui. Maintenant, j'aimerais beaucoup que ça existe. Et je pense que pour le faire, il faut qu'il y ait un déclic humain, psychologique, et un déclic dans lequel les gens se disent, mais on a le droit de faire notre contenu, de le valoriser et de le vendre. Tu vois, le fait que je vende sur Internet mes vidéos, moi, je suis heureux. Mais les gens comprennent pas forcément. Et même les diffuseurs comprennent pas forcément. Et c'est normal. Donc, j'essaye de présenter ça de la meilleure façon, c'est la plus honnête possible. Je fais un spectacle que vous pouvez diffuser sur votre chaîne de télévision, qui est broadcastable, qui est correct, les gens vont rigoler et tout. Mais moi, j'ai envie d'avoir ma petite boutique. Et on a le droit d'être artisan. Donc tout ça, c'est des trucs très compliqués parce que le système des droits en France, le système de comment tu trouves de l'argent pour créer quelque chose, un film, une série, pour la musique, j'imagine, l'album et tout, à la base, il est vraiment il est un peu grippé. Parce que tu vas toujours avoir les mêmes endroits où tu vas récupérer de l'argent. Oui. En fait, c'est ça le nerf de la guerre. C'est que si tu réunis 1000 artistes qui décident de mettre 10 000 euros pour quelque chose et qui décident de tous travailler dessus, tu fais une folie. Ouais, c'est vrai. Ouais, donc c'est le système en lui-même qu'il faudrait voir. C'est le système, il existe seulement parce qu'on accepte le système et qu'on y trouve notre confort. C'est le confort des artistes qui fait que ce système perdure et qu'il devient celui qui est plébiscité. Ouais. C'est les chemins. En fait, tu vois, il y avait un truc qui m'avait montré, je sais plus dans quel bled, je crois que c'est en Finlande ou quoi. En gros, les Finlandais, ils regardent où les gens ils marchent avant de faire les routes. Tu sais, genre dans des endroits où il y a des parcs et tout, il y a des routes qui existent et il y a des gens qui prennent des raccourcis. Ouais. Et parce qu'en fait, ils se disent, moi j'ai fait le calcul dans ma tête, c'est pour moi, pour ma vie, c'est beaucoup mieux de passer par là. Je gagne 1000 fois plus en passant par là. Du temps, tout, de l'énergie. Et donc, ils passent par où ils veulent. Et après ça, ils disent, ok, les gens veulent passer par là, donc on va construire un vrai chemin sur cette empreinte-là. Ouais. Ça a un nom, ça. Et pour l'instant, le système, il est tellement bien fait que le confort qui t'injecte te donne pas envie de sortir de ta zone de confort pour créer l'art que tu pleures qui n'existe pas. Ouais. C'est pour ça que tu as des films éclatés dans des appartements. Ouais. Ok. Mais je pense, non, mais t'as raison. Et je pense que t'as raison, je pense que peut-être que les nouvelles générations, je pense à des mecs même comme Merwan Benazar aussi, que j'avais reçu, tu vois, qui sont dans cette mentale-là aussi, tu vois. Je pense que ça va aussi avec les trucs des réseaux, t'en as parlé aussi de pas faire ce qui se fait pour le faire, enfin tu sais, les impros. Après, honnêtement, maîtriser les réseaux, c'est quelque chose de très difficile et moi, je tire mon chapeau aux ceux qui ont travaillé dur pour le faire. Merwan, même s'il fait que des improvisations, tout ça, c'est pas un problème. Ce que je veux dire, c'est que les réseaux, c'est une chance incroyable, mais maintenant, ça devient formaté. À partir du moment où tu as un bot YouTube, tu peux pas dire tout ce que tu veux sur YouTube, sinon t'es shadowban, et qu'ils l'ont dit. Ils ont dit, ah oui, si, c'est vrai, en fait. Ça devient difficile. Donc, il faut à chaque fois renouveler. Il faut avoir beaucoup d'énergie pour créer des nouveaux sillons. Ouais, mais complètement. Mais c'est un autre taf aussi.
ça devient un taf annexe de pouvoir montrer ton art dans ce truc-là. Parlons un peu de cinéma, parce que je vois que l'heure tourne à une vitesse phénoménale. Oh là là, on s'éclate. On s'amuse comme des petits foufous. Comme des petits foufous, effectivement. T'attends d'aller au cinéma, toi, Yacine ? Moi, j'aimerais beaucoup, mais en fait, je pense que je suis peut-être pas encore dans l'esprit des producteurs bankable, parce que j'ai pas une énorme communauté sur les réseaux. Pour faire du cinéma, il faut vraiment réussir à être séduisant, attractif, ce que je comprends tout à fait, parce que c'est une histoire d'argent. Les gens mettent de l'argent sur toi, donc ils veulent que leur argent soit récupéré au minimum. Oui, bien sûr. Donc il y a du stress. Mais le cinéma, oui, j'aimerais beaucoup. J'ai pensé à des idées que j'aimerais bien voir sur un grand écran. Ça me ferait plaisir. Avec Dedo, on a écrit le film L'histoire racontée par des chaussettes. Donc ça, on cherche actuellement un distributeur. Donc le distributeur, c'est la deuxième étape. Après la production, le fait qu'on filme quelque chose, il faut que ce soit proposé à des salles de cinéma. Et ça, c'est le distributeur qui le fait, qui est souvent aussi producteur. Et c'est vrai que c'est vraiment la pierre angulaire pour le cinéma. C'est hyper important d'avoir un distributeur. Et le distributeur est celui qui prend le plus de risques. Donc financièrement, et puis ça peut vraiment échouer de lancer un film au mauvais moment. Tu sais, des fois, tu as des bons films qui sortent au mauvais moment. Mauvais timing, tu vois. Là, par exemple, il y a plein de films incroyables qui sortent tous en même temps. On va pas citer pour pas... On n'est pas... C'est pas pour dire du bien ou du mal des trucs, mais là, il y a plein de films et ils sont tous vachement bien. Et ça va être une bagarre. Mercredi prochain, c'est la bagarre. Et à chaque fois que je vois ça, je dis putain, c'est dur quand même, parce que en fait, 2 ans de travail se jouent en 1 semaine de temps dans les salles de cinéma. Et le cinéma, c'est un métier très difficile. Certains humoristes ont vraiment réussi à cartonner, comme Kairon, je pense, avec son film Nous 3 ou rien. Il a fait un super beau film sur l'histoire de sa famille. J'aimerais beaucoup un jour pouvoir faire un film des chaussettes, par exemple. Ce serait le premier film de marionnettes français. On n'en a pas. C'est vrai. Et même dans le monde, à chaque fois, il y a des humains dans les films de marionnettes, où il y a des éléments humains. Nous, on veut faire un film entier en marionnettes, comme l'a fait les gars de South Park. Ils l'ont fait avec Team America. Et c'est vrai. Avec les marionnettes des Thunderbirds. Exact. Et ça, c'est vraiment une grosse ambition qu'on a. Je vous souhaite, en tout cas. Merci. Mais c'est atypique. Et comme c'est atypique, c'est pas facile. C'est les risques. C'est plus facile de convaincre avec des choses qui ont déjà été vues. Oui, bien sûr. Et des choses qui ont déjà été en quelque sorte éprouvées. Et donc, ils peuvent se dire, les gens vont voir ça. Donc, je vais pas risquer beaucoup d'argent là-dessus, quoi. Faut trouver les bonnes personnes qui veulent prendre le risque. Exactement, mais tu sais, le risque, c'est dans tous les projets que j'ai vus, ça a toujours été des énormes risques qu'on payait à la fois, quoi. Je veux dire que même les gars sur YouTube, les McFly et Carlito, ils prenaient tout le temps des risques incroyables. Moi, j'ai participé à leurs vidéos avec Squeezie et Cyprien, et franchement, c'était à l'arrache de fou, et à la fin, c'est à tonne-quart. Donc, je trouve ça dommage, en fait. J'ai l'impression qu'on est trop financé en France, et qu'il y a tellement des chemins de financement qui sont faciles à maîtriser quand on sait le faire, ou quand on a l'habitude du dossier, de la paperasse, qui fait que on n'a pas de chemin facile pour des films indépendants. Parce qu'il faut savoir aussi que c'est illégal. C'est pas juste pas facile. C'est-à-dire que c'est illégal de faire un film pas cher. Je peux pas t'embaucher, même si toi tu veux venir travailler sur mon film. Il y a un droit du travail en France. Il faut respecter. Oui, t'es obligé de respecter. Le droit du travail, c'est très important, et c'est une très bonne chose. Ça fait qu'on ne travaille pas pour des clopinettes, et tu t'es respecté quand tu es embauché, que tu as un gros patron. Tu vas pas travailler à Carrefour, et il y a une loi à respecter, tu vois. Mais pour le cinéma et l'art, c'est difficile, parce que même si tu as un producteur qui n'a pas beaucoup de sous, mais qui veut mettre de la thune, et qui se dit vas-y, je suis un dingue, je mets tant de milliers d'euros sur ce film, mais on le fait que tous ensemble, c'est délicat, parce qu'après, pour que ça sorte et tout, il faut que ce soit en quelque sorte aux normes. Ok, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte, en fait, dans ce genre de choses, effectivement. Je comprends. Écoute, on va essayer de faire je vais te faire des petites questions comme ça, en vrai, parce que j'aime bien parler de cinéma, de séries vite fait. Est-ce que tu peux me dire tes petits classiques ciné et tes petits classiques séries? Alors, classique ciné, je dirais Fight Club, les Star Wars, qu'est-ce que je regarde, Pulp Fiction. C'est des petits films de chevet, ça, que tu peux remater. Je peux les remater plein de fois. J'ai pas de problème. Parce que, en fait, à chaque fois, c'est savoureux, quoi. Il se passe toujours. J'aime bien cette scène. Oui, c'est passé ici. Bon, voilà. Tu te lasses pas. Après, moi, mon film préféré, c'est The Taste of Tea. C'est un film japonais qui est super cool, mais qui est très bizarre et qui est très lent.
Et puis c'est tout. En vrai, moi, j'ai vraiment pas de grande cinémathèque à la maison. Ok. Voilà, je regarde des films japonais, des films américains, des films français. Pareil, ce qui te touche. Un peu comme la musique. Ouais, carrément. Dès que ça te touche. Ouais, je suis désolé, j'ai pas. Ah ben non, mais c'est très j'ai bien. pas. Il faut absolument que vous vous intéressiez à ce réalisateur. Ouais, C'est non, mais vraiment c'est pas très ça. Non, non. Et les séries, tu mates un peu des séries? Ouais, de fou. Mais on en mate trop maintenant même. C'est- Tu vois, c'est- j'ai l'impression c'est le de voir trop de choses. Tchernobyl, c'est une série que j'ai Oui. adorée. Moi, je conseille à tout le monde de regarder la série d'animé qui s'appelle Evangelion parce Ok. qu'elle mindfuck et C'est c'est vrai trop bien. Ok. Ben, en fait, c'est une série où le créateur, il troll le public, quoi. Ok. Parce qu'en fait, tu vois, c'est des robots géants. Ouais. Donc les Japonais, ils ont toute une part de leur série avec des robots géants. Macross, il y a Gundam, il y a 1 milliard de trucs où les mechas au Japon, bah, c'est important pour eux. Donc voilà. Et les robots géants, donc tu t'attends à ce qu'il y ait des bagarres de robots géants, normal. Ouais. Et genre les 2-3 premiers épisodes, c'est ça. Et après, ça part en mystique C'est vrai. sur la foi, le fait de croire, l'origine de l'humanité, les manuscrits de la mer morte. Ah oui, ça va loin. Il s'apprend énormément d'éléments liés à la Bible Ok. et des sociétés secrètes et machin. C'est une dinguerie. Ils C'est ont vrai. tout mélangé et c'est incompréhensible. La fin est incompréhensible, les amis. D'accord. Donc je vous préviens. Par Ok. contre, il y a un film où la fin est tellement incompréhensible que les fans se sont énervés. Ouais. Ils ont dit, mec, on va te retrouver, on va te niquer. J'aime beaucoup. Ils J'aime ont dit, l'ambiance. on va te niquer parce que c'est pas du tout la fin qu'on attendait. Ok. Et le réalisateur a fait un film pour faire du fan service, un Ok. peu en colère, en Ok. disant mais vous êtes des gogoles, mes fans, vous n'avez pas compris la critique de la société que j'ai faite, etc. Ok. Et le film s'appelle The End of Evangelion. Et c'est vraiment trop bien. Evangelion, en fait, il faut s'intéresser à tout ce qu'il y a autour d'Evangelion pour kiffer. D'accord. Putain, je me déteste là parce que j'entends trop des gars qui me disent ça tout le temps. Mais il y a vraiment beaucoup dans cette série de très intéressantes. En série, j'ai beaucoup aimé quoi d'autre. En film, j'allais dire Stargate. Et en série, Stargate quand j'étais Ah jeune. oui. Buffy contre les vampires quand j'étais jeune. Ouais. C'était incroyable. C'était la trilogie du samedi soir. Ah oui, c'est vrai. Euh, exactement. C'était trop bien. Le classique. Ah ouais. V. J'ai revu V il y a pas longtemps. Ah oui, Mec, c'est purée, incroyable. C'est vrai. Pas V de 2009, hein, V des années 80. Ouais, alors, ouais. Avec les extraterrestres et tout. Oh là là, c'est incroyable. Non, mais South Park, South Park. c'est du bonheur. Bien sûr. Trey Parker, Matt Stone, c'est des Ouais, génies. C'est des génies, ouais. Les Monty Python, c'est bien de regarder leurs films. Franchement, c'est beaucoup de culture. Jean-Yann, Ouais. je regarde beaucoup de films de Jean-Yann 2h moins quart avant Jésus-Christ. Ouais. Le show business. Ouais. Vous regardez le show business, il parle des mêmes problèmes dont on parle aujourd'hui. Et c'est en 75. Ouais, ok. C'est incroyable. Ouais, et est-ce qu'il y a un film ou une série que tu fais croire que tu as vu mais tu n'as jamais vu? Ouais, Les Sopranos. Les Sopranos? Ouais, j'ai jamais vu. Ton Et petit, The Wire aussi, je fais genre. Ouais, ça se passe à Baltimore, bien oui, sûr. oui. T'as 2-3 lignes du speech et après ça Ouais, c'est ça. suffit Ouais, pour. je vois à peu près. J'ai regardé des je vois bouts le de truc. saison et tout, la saison sur les docks et tout, ça m'a saoulé. Après, j'ai fait, vas-y, c'est bon, laissez-moi. Et tout le monde dit The Wire, c'est incroyable. Ah ouais, c'est super. Mais est-ce qu'il y a une série comme ça un peu à l'ancienne, un peu classique comme ça, qui est souvent citée, par contre que t'as vraiment regardé et t'as kiffé? Ou t'es tombé dedans? Attends, Ça existe, hein? je sais pas laquelle. Faudrait que tu me dises. J'ai pas de. T'as regardé les gros classiques là, Ah, les trucs Seinfeld, par Seinfeld, exemple. par exemple, Seinfeld, un peu voilà, à l'ancienne, par exemple. je connais tout Seinfeld par cœur. que t'as rattrapé après coup, par exemple. là, J'aime donc, ça trop, bouge. mais ouais, et même avec les mauvaises choses qu'il y a dedans. Tu sais, Ok. c'est vraiment les trucs Ok. toxiques des années 90 Ok. qu'on ferait plus maintenant. Ouais. Ah, je dis, ah ouais, ça me rappelle cette saveur où c'était ok de faire ça, tu vois. Je suis là, ah ouais, d'accord. C'est vrai que maintenant, il y a des trucs avec la société qui étaient des classiques pour toi avant, que maintenant, ça peut être problématique. Où tu te Et dis, encore, bon, Seinfeld n'a pas trop mal Ouais, vieilli. pas- Je crois pas qu'en forcément pour ça. regardant Friends, il se moque beaucoup des gros. Il faut savoir qu'à l'époque, c'était ok. Se moquer des gros dans les années 80-90. Moi-même, j'étais obèse quand j'étais petit. Ouais. On se foutait de moi, mais de Bah fou, oui, oui, mais oui. ouvertement. Ah ouais. Et aujourd'hui, on dirait, non, c'est mal, c'est pas bien. Moi, je suis content. Hein. Je dis, ah, bah, merci. Mais bon, à l'époque, moi, j'ai vécu, je connais aussi Ouais, t'as vécu je ce connaissais les sociétés comme ça, quoi. truc-là. Effectivement. Yacine, nous arrivons contraints et forcés à la fin de ce podcast. Oh, on mais arrive à la merci fin pour de ce cette podcast. invitation. Euh, Quelle générosité. Voilà, Yacine Bellous,
le bgdu93.fr Absolument. pour ton spectacle 2024 qui vient de sortir à l'heure où on se parle. Absolument, qui est en exclusivité sur mon site pour l'instant. Les amis, c'est 10 €. C'est les 10 € que vous allez investir. C'est les meilleurs investissements de 10 € possibles. C'est aussi simple que ça. Et il y a les 3 autres spectacles. Et les 3, il y a un pack de 3 à 10. En fait, pour 29 €, vous avez 4 spectacles. C'est ça. Voilà, merci. c'est ça qu'il faut se dire. Merci d'expliquer. Pour 29 pour €, 29 €, il y a 4 spectacles de qualité. Qu'est-ce que vous voulez? Voilà, c'est Bah, pas on ne peut pas 29 €. faire mieux. bgdu93.fr. bgdu93.fr, yacinebellous.com Comme. pour Merci. ceux qui savent C'est écrire formidable. Yacine Bellous. On te suit sur les réseaux pour voir S'il vous plaît, s'il vous plaît. Les soirées première fois aussi. Soirée Soirée première fois, première fois, tu venez organises les aussi. voir. Le podcast avec Dedo, c'est très rigolo. Le podcast, Écoutez-nous. vous avez lancé cet été. Ouais. Le podcast, on a lancé cet été, on a beaucoup de bons retours, on est très J'adore. heureux. Et voilà, on dit n'importe quoi pendant 1 heure, c'est de l'improvisation, on s'amuse beaucoup. C'est un petit défouloir. Ah oui, il faut pas le C'est la prendre au récréation. premier degré, on dit n'importe quoi et on s'amuse comme un fou. Eh ben écoute Yacine, dernière petite séquence, je fais toujours un petit cadeau à mon invité. Mais non, Il est juste là, regarde. mais non. Une bouteille de cristal. Oh, c'est trop bien, j'adore l'eau. Et dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Ah oui, bien sûr. Tenez monsieur. Oh là là, t'as été à la Allez-y. Fnac et tout. Ouais, j'étais là. Oh là là, putain, c'est La petite trop bien. librairie, hein, la Fnac, la petite librairie, attention, je parle pas du magasin. C'est la Non, Fnac, non, la petite la librairie. Fnac, c'est curieux, c'est curieux. Oh, mais magnifique. Oh là là. Oh, je montre, c'est un livre sur le studio Ghibli. C'est ça. J'aime énormément. J'ai visité le studio Ghibli mon dernier voyage. Tu sais, ils ont un musée. Oui. Et j'aime beaucoup parce que ils ont reproduit la table où il écrit, il dessine. Qui est le gars du J'ai un trou. Miyazaki. Miyazaki. Ouais. Et j'ai regardé un documentaire sur lui. J'aime beaucoup parce qu'il porte des Méphisto. C'est Ok. des vieilles chaussures de Ouais, vieux. ouais. Et donc, il y a Miyazaki, ils ont refait son bureau. Ok. Et j'adore en fait l'idée que eux ils se sont dit ok, effectivement ils avaient déjà du travail dans l'animation, mais ils se sont dit on va faire un studio et moi je sais dessiner, je sais animer et on va tout faire tout seul. J'adore le côté indépendant, même s'ils ils étaient rincés, hein. Ouais. On leur a donné de l'argent, il y avait un Ouais. gros studio au-dessus d'eux, mais j'aime bien ce côté où tu te dis dans l'animation, ce qui est beau c'est que tu peux tout faire tout seul et tu peux déclencher une passion de collaborateur en montrant quelques minutes Ouais. d'animation magnifique sur un beau sujet parce que tu dis ben voilà, moi je veux faire ce film là et te créer des camarades. Ça je trouve ça fort. J'avoue, c'est une bonne mentale. Merci ça beaucoup. rejoint, ça Merci rejoint pour ça. j'aime beaucoup, j'ai pas cité Studio Ghibli mais j'aime beaucoup les films de C'est des petits livres de tu sais, Miyazaki. tu peux picorer comme ça, Mais prendre des petites j'adore, informations à droite j'adore. à gauche. Et je me suis dit bon, Silverhawk, voilà. incroyable ça. Incroyable Ouais, ça. j'adore. Moi, j'aime beaucoup. En fait, moi, j'ai pas trop de connaissances justement sur ce truc-là. Du coup, j'adore feuilleter ce genre de livre pour m'instruire pour tout ça, quoi. Donc, Ah ouais, moi je conseille les Monty Python, je conseille Eddie Izzard, Eddie Izzard, parce que c'est très très drôle, qui était pote des Monty Python aussi. Je les ai rencontrés, d'ailleurs grâce à eux j'en ai rencontré 2, c'était trop cool de Ok. discuter avec des anciens Ouais. et qui sont restés extrêmement accessibles et chill quoi. Voilà, donc c'est bien de voir ces films-là en se disant c'est quoi les films de notre époque qui sont aussi fous ouais. que ces films-là. Comparé, Parce ouais, qu'ils ouais. se sont fait embrouiller par plein de gens, les Monty Python. Il y a eu beaucoup de levées de boucliers. Ok. Team America, South Park, ils ont eu beaucoup de problèmes également. Ouais. Je trouve que c'est intéressant de s'intéresser à leur démarche artistique et la difficulté par laquelle ils sont passés et le courage qu'ils ont eu. Je suis d'accord. Ben écoute, le message est passé. Merci Yacine d'avoir été Et là. En tout merci cas. beaucoup, Alexandre. Merci à toi. Prends soin de toi. Merci. Salut.